Bonjour, vous le savez, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de records. Get in. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu plus relâche. On va faire un épisode sur plusieurs micro-organismes. En effet, d'habitude, je vous parle d'un thème précis, mais là, aujourd'hui, j'ai envie de varier un peu les plaisirs. Et on va faire ça au travers de plusieurs micro-organismes un peu uniques, dont le premier de la liste, vraiment unique. Desulforidis audax viator a ça de plutôt unique qu'il est un micro-organisme seul dans son environnement. Oui, c'est un peu unique, je vais vous expliquer. Audax viator est un micro-organisme qui a été trouvé à 2,8 km de profondeur dans une mine en Afrique du Sud. Ce qui est déjà un peu extrême en soi, mais vous inquiétez pas, c'est pas le seul truc extrême de l'histoire de ce microbe. D'environ 4 micromètres de long, ce micro-organisme survit grâce à la désintégration radioactive des minéraux dans la roche environnante. Cela en fait un des rares micro-organismes à survivre dans son environnement et à être totalement indépendant, mais c'est pas tout. En effet, audax viator possède des gènes pour la fixation du carbone à travers le dioxyde de carbone et de la fixation de l'azote. Alors vous allez me dire, audax viator c'est un peu un drôle de nom pour un microbe. Et vous avez raison, mais c'est dû à son environnement. En effet, audax viator doit son nom à une œuvre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, où le héros, le professeur Lindenbrock, trouve une inscription en latin. Descende audax viator et terrestre centrum et inges. Descends hardi voyageur et tu trouveras le centre de la Terre. Alors oui, mon latin est un peu rouillé, mais ça fait longtemps que je n'ai pas parlé latin et c'est un peu difficile de trouver des natifs. Et donc pourquoi ce nom et pourquoi ce micro-organisme est unique? Eh bien, à cause de ça justement. Dans son environnement, là où il a été trouvé, dans cette mine d'or en Afrique du Sud, il est unique. C'est le seul cas documenté d'un micro-organisme qui est le seul colonisateur d'une niche écologique. Il n'y a pas d'autres micro-organismes qui vivent aux côtés de ce microbe. Ce qui est un cas unique au monde. Parce que du coup, on se retrouve avec un micro-organisme qui est un écosystème à lui tout seul. Pour vous dire à quel point c'est fou, tous les micro-organismes ont besoin du support d'autres micro-organismes pour survivre. Les méthanotrophes se nourrissent des gaz émis par les méthanogènes. Les coprophages se nourrissent des déchets et des cadavres d'autres micro-organismes. Il y a toujours un microbe ou deux qui traînent à côté d'un ou deux autres microbes. Et en général, ça conduit à un écosystème. Sauf que dans ce cas-là, non. L'écosystème, c'est un microbe. C'est audax viator. Alors vous allez me dire, ça semble un peu suspect, et vous avez tout à fait raison. Mais en creusant la publi, et ce que fait beaucoup d'autres personnes autour du monde, qui sont bien plus qualifiées que moi à critiquer ce genre de travail, il semble qu'il n'y ait pas eu de contamination ou de biais d'analyse. Ce microbe est juste unique dans son écosystème. Mais à part ça, est-ce que audax viator a d'autres caractéristiques uniques? Alors, pas vraiment, mais elle a d'autres caractéristiques. En effet, audax viator est une bactérie gram-positive, sulfate réductrice et extrêmement sensible à l'oxygène. Elle est anaérobie. Comme je l'ai dit plus tôt, elle peut utiliser des sources de carbone minérales, et la source d'hydrogène duquel elle tire son énergie provient de la désintégration de l'eau par l'uranium, le thorium et le potassium radioactifs. Oui, parce que là où elle vit, c'est aussi radioactif, histoire de cumuler un peu. Ce mécanisme de décomposition s'appelle la radiolyse de l'eau. C'est un mécanisme très intéressant dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais peut-être un jour. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cet épisode. Oui, c'est du forcing. Ce rayonnement permet également la production de composés soufrés qui vont permettre à la bactérie de se nourrir. On a donc une bactérie qui vit en l'absence totale de composés organiques à une température de 60 degrés Celsius et un pH de 9,3. Des conditions peu enviables pour la vie. Mais audax viator continue de perdurer dans cet environnement. Une des théories qui justifie le fait qu'elle arrive à survivre à de tels environnements, c'est son génome, qui code pour 2157 gènes, ce qui est un gros paquet de gènes pour une bactérie. En plus de ça, si les conditions deviennent beaucoup trop difficiles, audax viator peut se mettre à sporuler, à créer des spores, c'est-à-dire l'équivalent pour une bactérie d'un œuf, duquel elle va ressortir quand les conditions seront bien meilleures. Ah oui, et si vraiment la nourriture vient à manger, audax viator peut s'adonner au cannibalisme. Elle peut donc aller dévorer ses petits copains audax viator. Mais si audax viator est le seul micro-organisme vivant dans cette mine d'or et dans cet environnement, ce n'est pas le seul environnement où elle vit. En effet, on en a trouvé également en Sibérie ou dans la vallée de la mort, ce qui sonne un peu comme une colonie de vacances comparée à une profondeur de 2,8 km sans oxygène et un poil radioactif. Ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais forcément, qui dit 2,8 km de profondeur dit absence totale de lumière.
ce qui ne rend pas les choses beaucoup plus faciles pour elle. Et donc on se retrouve donc avec un micro-organisme qui compose à lui tout seul un écosystème, ce qui est plutôt unique. Un micro-organisme qui peut sporuler et développer un cycle de vie complètement isolé de nos conditions à nous, à 60 degrés avec un pH de 9,3, capable de vivre en pure autonomie dans son environnement naturel dans lequel on estime que les micro-organismes ont un temps de doublement de l'ordre du siècle, voire du millénaire. Et oui, on va parler du temps de doublement dans les abysses un jour. Et vous allez voir que certaines bactéries ont vu la Révolution française. Et beaucoup d'autres trucs aussi. Mais ça c'est pour plus tard. Et oui, être vachement gros pour une bactérie, c'est un record, et la bactérie dont on va parler maintenant, eh bien, elle est vachement grosse. Thiomargarita namibiensis, la perle de sulfure de Namibie, est la plus grosse bactérie au monde, qui mesure 750 micromètres de large. Ça veut dire 0,7 mm. Ça veut dire que vous pouvez la voir à l'œil nu, ce qui est assez gros pour une bactérie. Elle est 750 fois plus grosse qu'une bactérie, ce qui est quand même assez gros. Alors pour vous donner une idée de l'échelle de cette bactérie, c'est très simple. Imaginez une personne, ça devrait pas être trop dur, et puis en comparaison, vous prenez la ville de Chicago juste à côté. Et voilà, vous avez la différence de taille entre cette bactérie et ses copines bactéries. Cette bactérie a été découverte en 1997 en Namibie, d'où son nom, namibiensis. Par contre, on l'a pas découvert au bar. Thiomargarita, c'est pas pour le cocktail. Thiomargarita, c'est à cause de son régime. Et ce régime, c'est la raison pour laquelle elle est aussi grosse. Parce que cette bactérie use du nitrate et du sulfite pour obtenir son énergie. Et comme le milieu où vit Titi est pauvre en nitrate, oui, je l'appelle Titi, eh bien Titi, elle stocke. Elle stocke dur. Elle stocke 98% de sa masse dure. Cette bactérie est chimiolithotrophe. Elle tire donc son énergie de réaction chimique et sa source de carbone est minérale. En gros, elle mange des cailloux, pour faire très très simple. Elle va réduire le nitrate et prendre des électrons du sulfite, le H2S. Une molécule que vous connaissez peut-être puisque c'est la molécule à l'origine de l'odeur d'œuf pourri. Ce soufre va être déposé dans le périplasme de la cellule et au microscope va apparaître sous la forme d'inclusions extrêmement visibles, comme des petites perles. Mais ce qui fait enfler Tiffy aussi fort que l'inflation, c'est son régime. Le sulfure en milieu marin, il n'y a qu'à se baisser pour le choper. Le nitrate, c'est beaucoup plus compliqué. Et en réponse à cette carence en nitrate dans son environnement, Thiomargarita va stocker le nitrate jusqu'à des concentrations qui peuvent atteindre 0,8 mol. Ça vous dit peut-être rien, mais juste considérez que c'est extrêmement important. C'est une très grosse concentration en nitrate. Et la bactérie va continuer de stocker tant qu'il y aura du nitrate. Et quand il n'en aura plus, elle va commencer à l'utiliser pour la respiration. Ne respirez pas du nitrate, c'est dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas de meilleure casse-croûte qu'une épave au fond de l'océan? Et bien c'est ce que s'est dit le micro-organisme que l'on va voir aujourd'hui. Alomonas titanica. Vous avez déjà entendu parler du Titanic, que ce soit le bateau, le film, ou à cause d'une tentative malheureuse d'une équipe de gens trop riches pour aller visiter dans un sous-marin trop nul. L'insubmersible navire coulé. Oui, c'est une façon très étrange de le nommer, mais bon, pourquoi pas. Je disais donc l'insubmersible navire coulé ne sera plus que des débris de rouille au fond de la mer dans 3 décennies. Et oui, dans 30 ans, plus de Titanic. Grâce à une bactérie appelée Titanicae. Une bactérie qui a la mauvaise habitude de grignoter le Titanic. Alors, le fer en général. Alomonas titanicae est une bactérie gram négative, qui est en forme de bâtonnet et qui produit des flagelles péritriches, c'est-à-dire des flagelles qui se situent tout autour de la bactérie. Et cette bactérie, elle est capable de créer des biofilms à l'aide du quorum sensing. Rappelez-vous, le quorum sensing, on en a déjà parlé il y a peu. L'épisode devrait être quelque part par là, ou sûrement en description. Mais bref, si vous n'avez pas vu l'épisode, le quorum sensing, c'est quand les bactéries discutent. Cette bactérie, en plus de se servir du Titanic comme casse-croûte, est capable de résister à de fortes pressions, avec des molécules telles que l'ectoïne, l'hydroxyectoïne, la bétaïne et la glycine. L'ectoïne, c'est chez les barophiles un moyen très simple de résister aux pressions extrêmement fortes dans lesquelles elles vivent, et ça leur permet d'éviter d'être écrasées comme une crêpe. Et cette ectoïne, chez Titanicae, elle représente 20% de la masse cellulaire, ce qui fait beaucoup. Mais comment est-ce que c'est possible que ces petites bêtes grignotent un bateau? Eh bien, c'est pas le Kraken, mais je peux quand même répondre à cette question. Prenons l'exemple d'une barre de fer. Si cette barre de fer est jetée dans l'océan, ne le faites pas, c'est pas bien de polluer. Quand la barre de fer coule, elle va entraîner avec elle tout un tas de choses dans la colonne d'eau jusqu'à toucher le fond, et pendant que cette barre de fer coule, elle va agglomérer tout un tas de trucs, tout un tas de microbes. Oui, ça c'est propre à la barre de fer. Imaginez maintenant que vous remplacez cette barre de fer par un bateau.
Un bateau étant significativement plus grand qu'une barre de fer, il va donc entraîner beaucoup plus de choses avec lui. Il va donc avoir une plus grande surface sur laquelle vont se coller beaucoup plus de bactéries. Et vous vous retrouvez donc avec non pas un bateau, mais d'un point de vue d'une bactérie, un buffet à volonté de tout un tas de saloperies qui vont aller se glisser et se coller sur ce bateau. Bon appétit. Un des signes de cette croissance, c'est ce que l'on appelle, dans le milieu de la communauté scientifique, un rusticle. Un rusticle, c'est quelque chose qui ressemble un peu à des cônes glacés, mais c'est fait de rouille. Parce que cône glacé en anglais, c'est popsicle. Enfin, n'allez pas bouffer de la rouille. C'est toxique. C'est marrant parce que rusticle, ça sonne un peu comme Testis. Titanicae a été recueilli à partir d'un de ces rusticles en 1996 et a été décrit et défini et isolé en 2010. Oui, l'isolation de microbes, ça prend du temps. Et cette bactérie, elle a plusieurs actions sur le fer, dues à plusieurs accepteurs d'électrons. En effet, en milieu aérobie, en présence d'oxygène, Titanicae va empêcher la rouille de se former. Mais en milieu anaérobie, c'est l'inverse. Quand il y a un manque d'oxygène dans l'environnement, Titanicae va provoquer la rouille. Et comme au fond de l'océan, il n'y a pas tant que ça d'oxygène, à l'eau menace, elle grignote. C'est la bactérie qui était presque la plus grosse bactérie au monde, jusqu'à ce que l'on découvre Namibiensis, dont on a parlé juste avant. Mais si on va en parler aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la taille de cette bactérie, c'est à cause de la taille de son génome, ou plutôt du nombre de copies de son génome. Parce que cette petite cellule a, à l'intérieur d'elle, 40 fois plus d'ADN qu'une cellule humaine, qui est beaucoup plus grosse qu'une bactérie. Epilopicium est une bactérie géante et inhabituelle qui a été découverte pour la première fois dans le tube digestif des poissons herbivores tels que les poissons chirurgiens. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Cette bactérie était tellement grosse qu'au début on pensait que c'était un eucaryote. Mais grâce au progrès de la science et au séquençage, on s'est rendu compte que c'était une bactérie. C'est une bactérie qui reste quand même très grande par rapport aux autres bactéries, qui fait 1,5 mm de long, avec une forme de cigare, ce qui n'est pas très commun. Une des particularités d'Epilopicium, oui parce qu'elle n'a pas qu'une quantité d'ADN aberrante, elle a aussi un mode de reproduction complètement à côté de la plaque, c'est le fait que cette bactérie pond des œufs. En effet, la bactérie forme une sorte de sac à l'intérieur de la cellule mère, qui se divise ensuite en plusieurs cellules filles qui restent à l'intérieur du sac. Les cellules filles grandissent à l'intérieur du sac jusqu'à ce qu'il éclate, libérant les nouvelles bactéries dans le tube digestif du poisson hôte. On a donc une bactérie qui contient 40 fois plus d'ADN qu'une cellule humaine, ce qui en fait une des bactéries avec le plus d'ADN à l'intérieur, et un mode de division très différent de ce que l'on peut rencontrer d'habitude en microbiologie. Et ne vous inquiétez pas, un jour on parlera de division cellulaire, mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on va parler maintenant de la bactérie avec le plus petit génome. Carsonella rudii était la bactérie la plus petite. Oui, était, parce que pendant la rédaction de ce script, il s'est passé des trucs. Carsonella rudii est une bactérie endosymbiotique de la classe des gamma-protéobactéries, et est nommée d'après Rachel Carson. Rachel Carson, de son vrai nom Rachel Louise Carson, née à Pittsburgh le 27 mai 1907 et morte le 14 avril 1964 à Silver Spring dans le Maryland, est une biologiste marine et une militante écologiste américaine. Merci Wikipédia. Cette bactérie a un génome tellement petit qu'elle ne peut pas vivre sans son hôte, son hôte étant un insecte. Elle vit donc sous la forme d'un endosymbionte. Endosymbionte, c'est en fait un mot compliqué pour dire qu'elle vit en symbiose avec un autre organisme, à l'intérieur de ses cellules. C'est loin d'être la seule bactérie qui fait ça, et bientôt on verra un cas très intéressant d'endosymbiose entre une bactérie et des insectes. Entre beaucoup d'insectes. J'espère que vous aimez les insectes. Attention, endosymbiose ne veut pas dire parasite. En effet, Rudii, ici, vit en symbiose avec son hôte, c'est-à-dire qu'elle va fournir des acides aminés essentiels à l'insecte, qui en échange va lui fournir le gîte et le couvert. Ce micro-organisme a un nombre de gènes extrêmement petit. Et vous allez me dire, à quel point petit ? À quel point petit ? Merci de demander. Eh bien, ce micro-organisme n'a que 182 gènes. Pour vous donner un ordre d'idée, la bactérie qui vit à l'état libre avec le plus petit génome compte pour 521 gènes. On a donc une énorme différence. On a remarqué également qu'il lui manquait énormément de gènes essentiels à la vie, probablement dû au fait qu'elle est un endosymbiote. Sauf que la science, ça progresse dur, et des fois il est facile de rater un de ces progrès. Comme par exemple lors de la rédaction de cet épisode, où j'ai réalisé, à la fin de la rédaction de cette partie, qu'il y avait un organisme qui avait un plus petit génome. Et cet organisme, c'est Nasui delta céphalonicola. Delta céphalinicola. Oui, je viens de le relire. J'arrive pas à m'en rappeler. Un organisme qui a, ce coup-ci, le plus petit génome au monde. Il a 112 000 paires de bases. Les paires de bases, c'est quelque chose dont on se sert pour mesurer la taille d'un génome. Pour vous donner un ordre d'idée, Rudii, dont on a parlé juste avant, a 173 000 paires de bases. Et si vous voulez un titre de comparaison beaucoup plus proche, le génome humain, dont vous faites probablement partie, a 3,2 milliards
de ces paires de bases. Nasuia a été signalée en 2013 comme ayant le plus petit génome de toutes les bactéries, avec donc 112 000 nucléotides. Comme l'organisme dont on a parlé juste avant, Rudii, Nasuia, elle vit également en symbiose avec des insectes. En général, les micro-organismes avec un petit génome sont des organismes qui vivent en symbiose avec d'autres organismes, ici les insectes. Et comme Rudii, ce micro-organisme va permettre à son hôte de digérer plus facilement ses nutriments en échange de gîte et du couvert. C'est aussi pour ça que j'ai gardé les deux micro-organismes. C'est deux bons exemples. On a donc fini pour cet épisode des micro-organismes un peu fous. J'espère que ce genre d'épisode vous plaît. Il n'est pas impossible qu'il y en ait un autre qui arrive sur la chaîne. En fait, il est déjà écrit, il a déjà été tourné. Merci Tiffy de gâcher la surprise, mais pour ne pas le rater, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore de suivre l'épisode, ça me fait très plaisir de voir que la chaîne grossit un peu plus chaque semaine. N'hésitez pas à faire les plaisanteries YouTube habituelles, commenter, liker, partager et à vous abonner. N'hésitez pas à parler de cette chaîne à votre entourage. Moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.